Le fait oligarchique, élitiste, aristocratique est-il inévitable? La moindre association humaine peut-elle se passer de structure hiérarchique? Telle est la question qu'il convient de se poser à la lumière des récentes polémiques qui entourent le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Comme vous le savez certainement, si vous vous intéressez un tant soit peu à la vie politique française, un livre est paru récemment sur le fonctionnement interne de la France Insoumise. Un livre écrit par deux journalistes de centre-gauche, du Monde et de Libération je crois, intitulé « La Meute ». Le livre fait parler de lui car il dévoile la structure interne du parti fondée sur la verticale du pouvoir, sur le culte de l'autorité, sur un fonctionnement foncièrement non démocratique et donc oligarchique, ainsi que sur des pratiques de manipulation, de harcèlement, de purge et de menaces fort peu recommandables. Les partisans de Mélenchon se défendent en arguant qu'il s'agit là d'une basse tentative de manipulation ou de diabolisation injuste, oubliant par là que de très nombreux livres de ce genre ont déjà paru assez régulièrement sur des partis situés à l'autre bord de l'échiquier politique et que cela ne les dérangeait pas outre mesure autrefois. Mais ce qui choque véritablement avec ce livre, qui indigne, c'est précisément que ce genre de pratique émane d'un parti défendant pourtant des idées radicalement démocratiques et égalitaires. Car au fond, si on met de côté certains faits, qui sont plutôt de nature à accabler moralement les chefs de la France Insoumise, et sur lesquels je ne me prononcerai pas car cela ne m'intéresse pas ici, au fond, je suis persuadé que l'on peut retrouver le même genre de fonctionnement interne, autoritaire et oligarchique, dans la plupart, même dans tous les autres partis politiques. Mais la différence, c'est que personne ne serait surpris ni indigné qu'un parti de droite consacre l'autorité du chef, alors qu'il y a un véritable hiatus entre un parti qui veut abolir la pratique personnelle du pouvoir dans son projet politique et qui l'hypertrophie dans les faits. Ce paradoxe apparent devrait donc nous amener à nous interroger. Toute organisation humaine n'est-elle pas vouée, tôt ou tard, à adopter un mode de fonctionnement hiérarchique ou oligarchique? Telle était en tout cas la thèse du grand sociologue italo-allemand Robert Michels avec sa fameuse loi des reins de l'oligarchie. Pour tout vous dire, ce livre contre la France Insoumise tombe à pic, car cela faisait un bon moment maintenant que je souhaitais vous parler de ce courant sociologique qu'on appelle l'école italienne des élites, et dont les plus grands représentants sont Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca ou Robert Michels. Je viens d'ailleurs de réaliser une très longue vidéo sur l'œuvre majeure de Gaetano Mosca sur mon espace privé, une grande vidéo d'environ 1h30 dans laquelle je reviens vraiment sur les idées principales de son grand livre. Je vous mettrai un lien en description si cela vous intéresse, et je vous promets qu'à l'avenir je vous parlerai également de Vilfredo Pareto, qui est un de mes auteurs fétiches. Mais pour l'heure, l'actualité m'enjoint d'abord à vous parler de l'œuvre de Robert Michels, ou Roberto Michels si l'on prend la forme italienne de son nom. Car son œuvre est particulièrement éclairante pour comprendre la nature de ce qui est reproché au parti de Jean-Luc Mélenchon. Robert Michels est né à Cologne en 1876, dans une famille de la bourgeoisie rhénane. Allemand par son père, italien par sa mère. Le gros de son œuvre fut d'ailleurs publié en Italie et en Allemagne. Malheureusement, en France, il est assez peu connu en dehors de son grand livre sur les partis politiques. Quelques mots donc très rapidement pour vous le situer. Michels a fait de très brillantes études, au Royaume-Uni, à Paris, ou encore dans les universités de Munich, de Leipzig ou de Turin. Mais malgré ses origines familiales aisées, il affirma d'abord très tôt des tendances socialistes. En 1902, alors qu'il était chercheur à l'université de Marbourg, il adhéra en effet au SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et l'année suivante, il se présentera même aux élections nationales sous l'étiquette socialiste. Le socialisme étant encore vu comme un mouvement subversif à l'époque, il perdit ainsi toute chance de devenir professeur à l'université en Allemagne. Et pourtant, Michels était assurément un esprit brillant. Il était par exemple l'élève et l'ami de Max Weber, lequel avait beaucoup de respect pour lui. Toutefois, bien que socialiste de conviction, Michels ne partageait pas tous les dogmes de son parti. Il était par exemple très critique à l'égard du déterminisme historique au cœur de la dialectique marxienne, qu'il considérait comme le fruit d'une ignorance fondamentale de l'histoire elle-même et d'une certaine inspiration millénariste mystique. Autrement dit, il ne rejetait pas les idéaux socialistes, mais il les fondait sur des bases plus empiriques et historiques, un peu à la manière de Werner Sombart, et il se montrait plus proche du syndicalisme révolutionnaire, tel qu'il était théorisé par Sorel en France ou Labriola en Italie.
Il prendra néanmoins de plus en plus ses distances avec le SPD, qu'il quittera en 1907, l'année où il s'installe en Italie et obtient une chaire à l'université de Turin. C'est là, à la fin de la première décennie du XXe siècle, qu'il mûrit son détachement de l'expérience socialiste, à mesure qu'il approfondit son étude des théories élitistes développées par Mosca et Vilfredo Pareto. À partir de 1907 donc, il commence à réfléchir, à partir de sa propre expérience de militant socialiste, sur la nature et le fonctionnement sociologique des partis politiques modernes. Et ces réflexions trouvèrent leur forme définitive en 1911 dans Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, un ouvrage dédié à son ami Max Weber. Le livre connaîtra une première version française, traduite par Yankelevitch dans la bibliothèque de philosophie scientifique chez Flammarion, la collection dirigée alors par Gustave Le Bon. Il sera publié sous le titre « Les partis politiques ». Cette traduction était néanmoins défectueuse ou incomplète sur certains plans. Vous trouverez donc aujourd'hui le livre chez Folio sous le titre de « Sociologie du parti dans la démocratie moderne ». Le livre est aujourd'hui considéré comme un classique de la sociologie moderne des partis politiques, de la théorie de la démocratie et de la sociologie des élites. À ce jour, il demeure l'ouvrage le plus complexe et le plus important de Michels. Il y montre comment, au sein des partis politiques modernes, même ceux qui se réfèrent aux idéaux de démocratie et de socialisme, se développe une tendance irrésistible à l'oligarchie, qui trouve ses racines dans les besoins objectifs de l'organisation, dans la psychologie des dirigeants et dans celle des masses. Et de l'analyse de ces facteurs, Michels tire une théorie générale des limites des prétentions démocratiques, résumée dans sa fameuse « loi des reins de l'oligarchie », qui selon lui est valable non seulement à l'échelle restreinte du parti ou de toute autre organisation politique, mais aussi, et plus encore, à l'échelle plus vaste de l'État. Je vous propose donc de voir les grandes thèses de Michels qui permettent de mieux comprendre ce qui est rapporté du fonctionnement de la France insoumise. Michels commence donc son livre en faisant observer que le monde moderne, depuis la Révolution en gros, a fait exploser une fois pour toutes les vieilles formes figées de l'aristocratie. Dans la vie des États modernes, tout doit prendre des allures démocratiques. Des partis les plus conservateurs à des États qui sont objectivement des dictatures, tout le monde prétend être démocrate. Si vous regardez d'ailleurs sur une carte le nombre de pays ne se revendiquant pas de la démocratie, donc qui ne clament pas être une démocratie au moins d'un point de vue officiel, eh bien ces États se comptent sur les doigts d'une main. Et pourtant, malgré ces références omniprésentes à la démocratie, l'habitus aristocratique se reconstitue partout aussitôt, autour de la richesse, du savoir, de l'appareil partisan, etc., que ce soit le cas du patriciat new-yorkais ou de la grande bourgeoisie française par exemple. Or, les partis politiques n'échappent pas à cette tendance. Chaque poussée démocratique dégénère en aristocratie. De nouveaux accusateurs surgissent, luttent pour renverser le pouvoir, puis se fondent dans la classe dominante. C'est ce fait qui incite donc Michels à analyser la nature de ces acteurs politiques modernes que sont les partis politiques. Mais surtout, pour que cette tendance soit le mieux mise en évidence, ce sont les partis de gauche, socialistes et les plus farouchement démocratiques, que Michels va analyser. Et ce, pour un argument méthodologique tout à fait évident à mon sens. Si l'on vous dit qu'un parti de droite, conservateur, un parti aristocratique, voire a fortiori un parti fasciste, ne fonctionne pas en interne de façon démocratique et concentre au contraire tous les pouvoirs dans les mains d'un seul chef, cela ne vous surprendra pas. Cela paraît même plutôt en adéquation avec sa vision du monde, fondée sur l'élitisme. En revanche, dit Michels, l'apparition de ces tendances oligarchiques dans le giron des partis révolutionnaires, c'est-à-dire de gauche, est une pièce tout particulièrement solide pour prouver la présence de traits oligarchiques immanents dans toute organisation humaine finalisée. Dès lors, puisque ce sont précisément les partis pour la démocratie et la révolution sociale qui, en théorie, voient justement dans le combat contre l'oligarchie sous toutes ses formes la fin la plus essentielle de leur existence, la question se pose de savoir comment expliquer que se développent en eux les mêmes tendances auxquelles ils sont hostiles. Quelles sont donc les forces, les tendances qui entrent en contradiction avec l'établissement d'une démocratie pure et idéale? Telle est donc la question de Michels. Dans son introduction, Michels estime que ces tendances résident avant tout dans l'essence de la nature humaine, donc dans le besoin psychologique de chef, dans les inégalités de compétences, dans le besoin de dominer que ressentent certains hommes, etc. Ensuite, dans l'essence du combat politique lui-même, c'est-à-dire dans la logique d'affrontement qui valorise la discipline, la stratégie et donc la concentration du pouvoir,
et enfin dans l'essence de l'organisation, donc division du travail, spécialisation technique, nécessité d'une direction, etc. Ces trois ressorts sont extrêmement importants, mais Michels montre que ce sont d'abord les contraintes techniques, donc le besoin d'organisation, qui, les premières, rendent nécessaire la constitution d'une élite. Les facteurs psychologiques et le climat belligérant consolident ensuite cette élite. Autrement dit, la nature humaine n'est pas le moteur principal, mais l'accélérateur de cette tendance, de même que le combat politique proprement dit, lui, sert de justification à la centralisation. Ce sont des ressorts qui permettent la légitimation et le raidissement de l'obéissance à la hiérarchie. Commençons donc par voir ce que Michels appelle dans son langage sociologique les causes génétiques d'ordre technico-administratif du phénomène dirigeant. Michels ouvre cette réflexion par un paradoxe tranchant. Les masses défavorisées ont besoin de s'organiser pour prendre le pouvoir et ainsi instaurer la démocratie, mais en s'organisant, elles conduisent inévitablement à la constitution d'oligarchies. La démocratie n'est en effet pas pensable sans organisation, dit-il. Seule l'organisation donne de la consistance à la masse. Toute classe qui veut traduire ses idéaux en actes doit, tant sur le terrain économique que politique, recourir à l'organisation. L'organisation repose en effet sur le principe de la moindre dépense de force, c'est-à-dire sur le fait d'épargner sa force autant que possible pour être le plus efficace. L'organisation est donc, dit-il, l'arme dont disposent les faibles dans la lutte contre les forts. Michels écrit son livre au début du XXe siècle, son langage est donc tributaire des réalités de son époque, mais il est très facile de le transposer au langage de la nôtre. L'organisation est un outil vital pour le prolétaire, c'est-à-dire pour le membre le plus faible de la société, car s'il reste isolé, il est livré à l'arbitraire du pouvoir économique, alors qu'en s'agrégeant et en imposant de l'ordre à leur simple nombre, les travailleurs acquièrent résistance et dignité sociale. Mais le remède porte en lui-même son propre venin. Le même principe qui sauve les masses de la caribe de la dispersion les expose aussitôt à la scylla de l'oligarchie. Et c'est ainsi que Michels énonce cette formule qui deviendra sa loi, qui dit organisation dit tendance à l'oligarchie. Autant vous lire cette citation in extenso. Qui dit organisation dit tendance à l'oligarchie. Dans l'essence de l'organisation se trouve un trait profondément aristocratique. En créant une structure sociale, la machinerie de l'organisation provoque dans la masse de l'organisation des modifications fort graves. Elle renverse le rapport du dirigeant aux masses en son contraire. L'organisation achève d'une manière décisive la division en deux de tout parti, ou de tout syndicat aussi bien, entre une minorité dirigeante et une majorité dirigée. C'est pourquoi Michels compare le développement de la démocratie au mouvement d'une parabole. Aux étages les plus bas de la civilisation, dit-il, domine la tyrannie. À mesure que la société se complexifie, les privilèges s'élargissent. On passe d'une participation réservée à quelques-uns à l'ère de la démocratie, où le cercle des citoyens s'ouvre progressivement à la majorité. Cet élargissement atteint alors un apex, c'est le sommet de la parabole. La masse dispose enfin d'instruments organisationnels, des partis, des syndicats, la presse, qui lui donnent pouvoir et visibilité. C'est le moment où l'on peut croire la démocratie consolidée, mais la même organisation qui a permis l'ascension de l'ordre démocratique engendre une élite stable. Et avec la croissance de l'organisation, la démocratie est en voie de disparition. Michels observe que dans la vie partisane, le mouvement redevient rétrograde. L'esprit, puis parfois les formes aristocratiques réapparaissent et le pouvoir des dirigeants croît selon la même échelle que l'organisation. En somme, la parabole désigne la trajectoire ascendante puis descendante de la démocratie. Elle grandit en ouvrant les droits, atteint un sommet d'extension, puis se replie lorsque l'appareil qui l'a rendu possible produit sa propre oligarchie. Michels veut ainsi montrer que l'érosion oligarchique n'est pas un accident. Cette dernière est inscrite dans la dynamique même de l'organisation démocratique. Bien sûr, on pourrait rétorquer qu'il faut alors pousser le mouvement démocratique jusqu'à l'établissement d'une démocratie directe, au sens où la masse, le peuple s'auto-gouvernerait sans intermédiaire, un peu à la manière des Landsgemeinde de Suisse ou des assemblées antiques. Mais pour Michels,
Cet idéal de démocratie directe se heurte à 3 séries de contraintes indépassables: l'échelle, le temps et l'espace, et la capacité cognitive des foules. Prenons justement la Landsgemeinde du canton d'Appenzell en Suisse pour terrain d'expérimentation. La Landsgemeinde est l'assemblée du peuple qui vote en plein air à main levée. Tant que la population reste modeste, on peut effectivement organiser ce genre de vote. Mais déjà, fait remarquer Michels, cette assemblée ne débat plus. Les projets ont été imprimés, envoyés à chaque citoyen au préalable, et ceux-ci sont simplement approuvés ou non à main levée. C'est-à-dire que même cette institution démocratique, la plus démocratique au monde pourrait-on penser, suppose que quelques-uns filtrent d'abord les affaires, rédigent l'ordre du jour et disposent parallèlement de chambres élues, preuve qu'un organe permanent est indispensable même dans une démocratie directe. Mais passé le village ou le petit canton, le territoire et la démographie rendent bien sûr impossible la convocation fréquente de tous les citoyens. Or, la politique moderne exige des décisions rapides et ininterrompues. La délibération populaire est donc rendue impossible pour de simples raisons logiques. Michels illustre cette impossibilité par une polémique fameuse. En 1849, Louis Blanc répondait au projet proudhonien d'autogouvernement intégral en lui demandant simplement si 34 millions de personnes, ce qui était alors le nombre d'habitants en France, pouvaient régler leurs propres affaires sans ce dont le plus petit commerçant a, c'est-à-dire des employés. Qui répond oui est fou, disait-il, qui répond non n'est pas ennemi de l'État et donc de la nécessité de représentants et de hiérarchie. De plus, on peut s'interroger sur la psychologie qui se forme dans ces grands rassemblements, observe Michels. En s'appuyant sur les travaux de Gustave Le Bon, il montre en effet que des grandes foules peuvent prendre des résolutions absurdes par acclamation que des groupes d'une 50aine de personnes tout au plus refuseraient, et ce pour la simple raison que la foule dissout la responsabilité individuelle et se montre, dit-il, plus sujette à la panique ou à l'enthousiasme insensé qu'un petit cercle de délibération. Michels est donc sans appel. L'autogouvernement permanent des masses est impraticable pour des raisons mécaniques, le nombre, techniques, la division des tâches, et psychologiques, la volatilité des foules. Partout où l'on tente la démocratie immédiate, un noyau dirigeant réapparaît. L'Assemblée populaire elle-même travaille déjà avec le secours du système représentatif. Dès lors, la délégation n'est pas un accident moral ou une trahison, mais la conséquence structurelle de la vie collective. L'institution qui devait réaliser la souveraineté populaire installe en fait l'élément oligarchique. Jusqu'à présent, vous l'aurez remarqué, je n'ai parlé de la démocratie qu'au sens large et presque abstrait du peuple, pour voir quelles sont les tendances antidémocratiques qui peuvent naître en son sein. Michels commence en effet par ce cadre théorique pour montrer que la spécialisation et la délégation sont inévitables au sein de toute institution politique. Et une fois cette nécessité établie, il peut se concentrer sur l'organisation qui incarne le mieux cette tension, à savoir les grands partis politiques modernes. Or, qu'est-ce qu'un parti politique, dit Michels, si ce n'est une organisation de lutte? Du fait de la lutte électorale, de la concurrence idéologique ou de la pression du calendrier parlementaire, tout parti est en effet placé comme dans un état de guerre latent, ce qui l'oblige à fonctionner comme un état-major, c'est-à-dire qu'il doit veiller à l'unicité du commandement ou à la rapidité d'exécution. En effet, dans ses mémoires, Louis XIV rappelait que dans les affaires de la guerre, il fallait que les résolutions soient promptes, la discipline exacte et les commandements absolus. Or, Ferdinand Lassalle, le grand fondateur du Parti ouvrier allemand au XIXe siècle, ne disait pas autre chose, et plaidait même pour l'existence factuelle d'une dictature personnelle dans son association. Le mouvement devait agir, disait-il, comme un marteau manié par son président. Et la justification était simple. Plus l'organisation grossit, plus elle devient un appareil pesant. Si l'on veut consulter la masse des électeurs, des adhérents ou des partisans sur chaque problème, le parti serait paralysé et condamné à la politique des occasions manquées. C'est donc le centralisme qui garantit une certaine vivacité tactique. Pour le socialiste hollandais Van Kol, un certain degré de césarisme est même indispensable à la transmission rapide des ordres tant que la lutte n'est pas terminée. À l'en croire, le parti ne pourrait se permettre une démocratie à usage interne,
Il a besoin au contraire d'une structure fortement centralisée et oligarchique. Ce sera aussi l'argument de Lénine en Russie. Et ce n'est pas pour rien que Mélenchon se passionne pour l'histoire de Louis XI, avec lequel il aime se comparer. Tout chef de parti sait qu'il a besoin d'exercer le pouvoir de façon monarchique. Et cette affinité se lit d'ailleurs jusque dans le vocabulaire. La presse social-démocrate allemande de l'époque, comme la langue des insoumis de nos jours, emprunte la langue de la stratégie et de la caserne. Or, l'analogie n'est pas seulement rhétorique. Comme une armée, le parti requiert discipline, hiérarchie et obéissance pour vaincre un adversaire organisé, en l'occurrence l'État, les partis bourgeois, le patronat, etc. Ainsi que le révèle le livre enquête La Meute dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo, le modèle avoué de Mélenchon serait la Légion romaine, c'est-à-dire une armée ordonnée et disciplinée d'une farouche fidélité à sa cause. Mais le modèle de Pizarro l'inspirerait également, c'est-à-dire que, je le rappelle, ce dernier, avec plus d'une centaine de conquistadors, aurait mis à genoux l'Empire Inca. Donc 100 hommes organisés, disciplinés et armés d'un compte Twitter seraient sans doute capables dans son esprit de faire la même chose en France. La logique belliqueuse engendre dès lors une lutte permanente pour les postes. Les dirigeants prônent l'obéissance et n'hésitent pas à censurer les collègues dissidents, à interdire la collaboration avec des journaux extérieurs, voire à fermer des périodiques privés échappant au contrôle central. Les aspirants au pouvoir, sous couvert de principes, cherchent avant tout à briser le cercle dirigeant pour y entrer à leur tour. Illustration de la dynamique oligarchique décrite par Michels. Dans ces conditions, note-t-il, les leaders ouvriers reproduisent à l'usage des prolétaires les moyens de domination des capitalistes, édifiant une bureaucratie ouvrière aussi lourde que celle qu'ils dénoncent. Le parti, né pour abattre les hiérarchies, les reconstitue au nom même de l'efficacité militante. L'organisation en vue de la lutte conduit dès lors tout parti politique à une structure oligarchique. Mais cette structure oligarchique est renforcée ensuite par les besoins psychologiques venant de la masse elle-même. Pour le comprendre, souvenons-nous de ce qu'écrivait Alexandre Dumas fils, qui disait ceci, je le cite, « Tout progrès humain, dans sa période de naissance, a pour adversaire 99% de l'humanité. L'histoire n'avance, écrivait-il, que parce qu'un centième de la population, c'est-à-dire la minorité active, entraîne le reste, lequel proteste d'abord, puis se trouve très content des réformes obtenues. » Pour Michels, cette remarque exprime la donnée centrale que la masse possède un besoin illimité d'être dirigée. Ce besoin est inhérent à la masse, qu'elle soit organisée ou non. Il résulte en effet de deux instincts, nous dit Michels. Le misonéisme, c'est-à-dire la crainte viscérale de toute nouveauté, et la reconnaissance tacite des différences de compétences entre individus. Sans meneur, il n'y a pas véritablement de masse. La foule ne se constitue qu'autour d'un centre de suggestion. C'est une loi psychologique qui avait été formulée par Gustave Le Bon et que reprend ici Michels, à savoir que la masse abdique spontanément jugement, initiative et sens des responsabilités dès qu'elle se fond dans le collectif. En théorie, la démocratie prétend que chaque citoyen pourrait devenir fonctionnaire de la masse. En pratique, très peu en sont capables. Les compétences inégales, jointes à l'inertie affective, empêchent l'autogouvernement direct. De là naît la délégation, et avec elle, la différenciation entre dirigeants et dirigés. Cette asymétrie s'accroît alors avec la durée. Une fois la direction installée, l'habitude engendre la caste. L'accès aux fonctions se verrouille par cooptation et par des accords tacites entre chefs anciens et nouveaux. Et Michels fait remarquer que, lorsque les masses se révoltent, elles n'abolissent jamais la caste élitaire. Elles appuient plutôt un autre prétendant qui, sitôt installé, reproduit les mêmes mécanismes d'autorité. Les révolutionnaires d'aujourd'hui sont les réactionnaires de demain, dit-il. D'où la faible portée démocratique des crises internes. Elles substituent un état-major à un autre, sans toucher au principe de la direction. La délégation n'est donc pas seulement un impératif technique, dit Michels. Elle répond à un ressort psychique profond. La masse exige le chef autant que le chef exploite la masse. Leur circularité fonde, au plan psychologique, la solidité de l'oligarchie, qui naît déjà de l'organisation et du combat politique. Car non seulement la masse ressent le besoin d'un chef,
Mais le chef vit ensuite de la gratitude qu'il ressent de la part de la masse. La masse éprouve en effet une profonde reconnaissance envers les personnalités qui parlent et écrivent en son nom, surtout quand ces dernières ont payé de leur personne pour la cause commune, à travers le bannissement, la prison ou la pauvreté. August Bebel, une grande figure du socialisme allemand de l'époque, résumait ainsi cette perception. Les dirigeants ont le privilège de marcher à la pointe du parti et de parer en première ligne tous les coups destinés au parti. Or, la gratitude fonctionne alors comme un excellent moyen de domination, comme un ciment qui autorise des exigences considérables. Dans la pratique, elle se traduit par la réélection automatique du dirigeant, parfois jusqu'à la durée d'une vie, car ne pas confirmer un chef aux mérites anciens serait considéré comme une impardonnable ingratitude. Michels montre même que cette gratitude institutionnalisée transforme alors la masse en gardienne du statu quo. Elle consacre les chefs qu'elle devrait pouvoir contrôler et conforte, par un réflexe affectif, la tendance oligarchique déjà créée par l'organisation et par le besoin de direction. La gratitude devient dès lors un engrenage décisif dans la loi des reins de l'oligarchie. Elle fixe la hiérarchie en la présentant comme redevance légitime à l'égard des bienfaiteurs du mouvement. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie. Et ce sentiment de reconnaissance s'arrête d'ailleurs rarement à la seule gratitude. Il se transforme souvent en vénération, voire en adoration. Cette adoration repose sur des mécanismes très simples. Elle naît très simplement du contraste entre, d'une part, la visibilité spectaculaire du leader, sa maîtrise de la parole, sa présence dans les journaux, à la tribune, au Parlement, et d'autre part, l'anonymat de la foule, qui se découvre ainsi un médiateur capable de transfigurer son impuissance en parole agissante. Et c'est ainsi que, petit à petit, la vénération du chef en vient à postuler son irremplaçabilité. Vous retrouvez tous ces mécanismes sans trop de difficultés chez les insoumis à l'égard de Mélenchon. Le vieux, comme ils aiment à l'appeler, a tant fait pour le parti, il a tant fait pour porter leur cause depuis des années, que personne ne songe sérieusement à pouvoir le remplacer. Et à l'inverse, dit Michels, le chef finit par s'identifier lui-même au parti. Le parti, c'est moi, finit-il même par penser. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Nous avons donc vu que l'organisation impliquait la présence nécessaire de permanents au sommet et que la psychologie humaine, et la psychologie du grand nombre en particulier, ressentait le besoin affectif de chef. Mais ce n'est pas tout. Une fois cette organisation installée, il faut aussi que se développe une aristocratie du savoir, qui, elle, donnera ensuite une justification rationnelle à la domination, ce qui est très important. Dans les premières années d'un parti, l'idéalisme bénévole suffit. Mais très vite, les cadres fixes succèdent aux provisoires s'ils veulent agir plus efficacement, et le parti se professionnalise. Cette professionnalisation entraîne alors une différence de formation entre dirigeants et dirigés et constitue la genèse d'une supériorité substantielle et formelle qui n'était pas prévue par les statuts démocratiques. Plus l'appareil se ramifie, avec la presse, des finances, des secrétariats, et plus la voix de la base du peuple est refoulée et remplacée par la toute-puissance des comités et les permanents acquièrent un monopole de savoir pratique. Michels compare leur rôle à celui du médecin. De même qu'on obéit sans discuter à un médecin parce que, en vertu de ses études, il s'y connaît mieux que nous quand il s'agit du corps humain, le patient politique obéit à ses chefs de parti parce qu'il possède plus de compétences que lui. L'argument de compétence transforme donc la délégation en obéissance raisonnable. L'oligarchie cesse d'être seulement un fait, elle devient apparemment justifiée de façon rationnelle. Or, ce besoin de compétence fait que ce sont souvent les classes supérieures qui sont le plus représentées dans les partis politiques, y compris dans les partis ouvriéristes. Michels observait qu'en Italie, qu'en Allemagne ou qu'en France, c'était souvent des avocats, des médecins, des professeurs, des déserteurs de la bourgeoisie qui prenaient la tête du prolétariat, précisément à cause de leurs soi-disant mérites intellectuels. L'écart éducatif se mue ainsi en écart de pouvoir et la démocratie interne se reconfigure en méritocratie autoproclamée. Ainsi, la légitimité cognitive relie les exigences matérielles liées à l'organisation d'un combat politique et le besoin psychologique de chef. L'oligarchie n'est plus seulement inévitable,
elle devient rationnellement justifiable au nom même de l'efficacité et de la compétence, ce qui achève de boucler la démonstration de Michels sur la tendance irrépressible des partis démocratiques à se transformer en caste dirigeante. Voilà donc comment Michels explique cette tendance irrépressible de tout parti à concentrer le pouvoir de façon oligarchique. Mais la France insoumise entre-t-elle également dans ce schéma? À en croire Jean-Luc Mélenchon, certainement pas. Ainsi qu'il le disait dans une interview de 2017, le mouvement n'est ni vertical ni horizontal, il est gazeux. C'est-à-dire que les points se connectent de façon transversale. On peut avoir un bout de sommet, un bout de base qui devient un sommet. Mais comme le montre La Meute, si le parti des Insoumis se veut gazeux, il repose en réalité sur une organisation fondée sur des organes politiques que Jean-Luc Mélenchon contrôle et surveille étroitement avec l'aide d'un clan composé de fidèles soldats. S'il souhaite se débarrasser des pesanteurs bureaucratiques des partis traditionnels, c'est pour éviter plus encore les lourdeurs démocratiques ou pseudo-démocratiques qui entravent la rapidité de l'action politique. Ainsi qu'on peut lire dans le livre, il lui faut donc un nouvel habillage, un parti qui n'en est pas un, qui s'auto-organise entre guillemets, sans organigramme et sans président, mais dont il serait, tels sont ses mots, la clé de voûte. Jean-Luc Mélenchon remplace un outil politique par un autre, à l'aube de sa deuxième campagne présidentielle. L'homme cherche l'efficacité. L'époque change. Les appareils politiques qu'on pensait éternels s'affaiblissent. Le PCF hier et le PS désormais. Il pense alors qu'il s'agit plutôt de mener des batailles idéologiques, culturelles, avec une organisation légère qui n'a pas la pesanteur démocratique que les partis portent en eux-mêmes et qui rend possible la contestation de son leadership, explique Alexis Corbière. Ce que Jean-Luc Mélenchon veut désormais, c'est une équipe de cadres, convaincus comme lui, que la démocratie au sein des partis politiques est une lourdeur dont il faut se libérer, car seule compte la conquête du pouvoir. Une souplesse qui attire vite des militants auxquels on confie des rôles clés. Une machine inclusive, donc séduisante. Mao Tse-tung disait qu'un chef devait régulièrement renouveler ses cadres. C'est en effet le meilleur moyen d'éviter que l'un d'entre eux n'acquiert trop de force et ne devienne menaçant. Or, c'est un conseil que les partis d'extrême gauche, celui de Mélenchon en tête actuellement, appliquent à merveille. À savoir, purger à terme tous les anciens compagnons de route pour ne se retrouver plus qu'entourés de jeunes cadres sans mémoire d'un temps avant le chef. C'est ce que fit Staline, par exemple, qui se débarrassa de tous les anciens compagnons de route de Lénine qui firent la révolution d'octobre avec lui, et c'est ce que fait également Mélenchon, alors certes, dans des dimensions moins tragiques, en ne s'entourant plus que de gens comme Mathilde Panot, Clémence Guettet, David Guiraud, Antoine Léaumont, etc., c'est-à-dire des trentenaires, tous sortis à peu près de Sciences Po, et dont l'ascension, donc la carrière, dépend uniquement de ses faveurs, d'où leur loyauté sans borne. Un simple examen assez rapide du fonctionnement du parti montre donc à quel point il correspond de façon presque caricaturale à la description qu'en faisait Robert Michels il y a maintenant plus d'un siècle. Alors bien sûr, je l'ai dit, c'est ce que pensait Robert Michels, la tendance oligarchique est consubstantielle à tous les partis politiques, de gauche comme de droite. Mais paradoxalement, un parti d'extrême gauche aura néanmoins tendance à accentuer davantage encore ces traits qu'un parti conservateur. Et ce pour une raison très simple. Un parti d'extrême gauche porte un programme révolutionnaire. Qu'il fasse l'apologie de la révolution violente ou non, ce n'est pas la question. Cela signifie qu'il porte un projet de réforme radicale de la société. Le parti révolutionnaire est donc un parti belligérant au sens le plus fort du terme, pour qui la lutte électorale et la lutte contre l'État commandent une urgence stratégique des plus grandes. Or, l'urgence du combat incite bien davantage à un commandement unique et autoritaire, à une discipline stricte et à des décisions rapides. La guerre politique oblige à centraliser et à professionnaliser des militants, ce qui renforce la constitution d'un noyau dirigeant. Autant de conditions donc qui contribuent à concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns. La justification classique de cette extrême gauche, c'est alors que cette phase oligarchique, voire dictatoriale, ne serait que temporaire. C'est le fameux argument de la dictature du prolétariat chez les marxistes, et à la France insoumise, eh bien, on affirme que l'on connaîtra une démocratie des plus radicales après la révolution citoyenne fomentée par le leader suprême. Nous avons bien évidemment affaire là à une mystification des plus complètes.
Le concept de dictature constitue l'opposé du concept de la démocratie. Or, vouloir récupérer la dictature au service de la démocratie, c'est, disait Michels, comme prendre appui sur l'alcool pour combattre l'alcoolisme. Qui peut croire sérieusement qu'un groupe, ayant exercé le pouvoir de façon oligarchique dans son propre parti pendant des années, abandonnerait son pouvoir une fois qu'il atteint les plus grands moyens de pouvoir sur la collectivité tout entière? Cela ne s'est jamais vu, et je doute très fortement qu'on voit une telle issue un jour dans notre histoire. En vous présentant les grandes thèses de Robert Michels sur les partis politiques, afin de mettre en perspective les critiques récemment adressées à la France insoumise, ma démarche n'est pas, comme vous l'aurez compris, je l'espère, d'insister sur les turpitudes morales de son chef ou de certains de ses cadres. Même si ces derniers me sont particulièrement antipathiques, je suis évidemment persuadé qu'on peut trouver des turpitudes du même ordre dans d'autres partis ou dans d'autres coteries. Ma démarche revient plutôt à questionner le sens du projet politique des Insoumis en lui-même. En effet, dès qu'un collectif humain de quelque ampleur que ce soit s'organise pour agir, la croissance de son appareil, les exigences de la lutte et les dispositions psychologiques de la masse entraînent l'émergence et puis la consolidation d'une élite stable et autonome. Ainsi, l'organisation qui est indispensable à la démocratie tend structurellement à la transformer en oligarchie. Tel est ce que Robert Michels appelait la loi des reins de l'oligarchie. Or, si des hommes aussi motivés et peut-être même idéalistes que le sont les insoumis sont incapables de faire régner la démocratie égalitaire au sein de leur propre parti, c'est-à-dire fondamentalement d'une organisation humaine relativement petite, comment peuvent-ils prétendre la faire advenir à l'échelle d'un pays de plusieurs dizaines de millions de personnes, voire à l'échelle du monde tout entier, car nous sommes après tout chez des internationalistes? Les gens de gauche qui sont surpris du fonctionnement oligarchique et autoritaire des cadres de ce parti, mais qui persistent à se dire de gauche et à croire possible la réalisation de ce projet, sont comme, excusez-moi, des insensés qui lanceraient éternellement un dé à 6 faces en espérant voir apparaître tout à coup le chiffre 7. Si ce chiffre en question n'apparaît pas après des centaines de lancers, c'est tout simplement que le dé ne comporte pas de face recouverte du chiffre 7. De même, si les partis révolutionnaires conduisent invariablement à la constitution d'oligarchies, c'est tout simplement qu'il s'agit là d'une structure profondément ancrée dans le comportement humain lui-même. C'est pourquoi Roberto Michels ne se reconnaissait ni dans les écoles socialistes pour lesquelles la démocratie est réalisable et souhaitable, ni dans la tendance libérale aristocratique de droite qui, tout en la redoutant, croit la démocratie possible. Il se reconnaissait bien plutôt dans cette école de sociologie italienne des élites dont je vous ai parlé au début de ma vidéo, cette école fondée par Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto, qui tenait, elle, la démocratie pour un conte pour enfants, pour une illusion. Toute société, selon ces auteurs, obéit fatalement à ce qu'ils appellent une classe politica, une classe politique, c'est-à-dire à une minorité dirigeante permanente. L'histoire n'est, selon eux, qu'un chassé-croisé entre anciennes et nouvelles élites. Les masses n'y apparaissant au fond que comme des corps. Les grandes luttes, aristocratie versus démocratie que l'on voit dans les manuels d'histoire, ne masquent au fond qu'un changement d'élite au sommet, mais il n'y a jamais de prise du pouvoir par la majorité elle-même. Croire le contraire, c'est la meilleure façon de se laisser berner par des arrivistes ou des démagogues qui utiliseront vos rêves et votre naïveté pour prendre les places du pouvoir en votre nom. Dès lors, la question que tout esprit sérieusement intéressé par la chose politique devrait se poser, ce n'est pas de savoir comment changer les lois de la société ou les lois de la psychologie humaine, ce qui est impossible. C'est de se demander comment, à partir de ces lois, on peut maintenir un état d'équilibre optimum entre gouvernants et gouvernés, entre l'ordre et les libertés concrètes au pluriel. Mais pour cela, il convient de se débarrasser enfin de la présomption fatale des socialistes et autres militants de gauche égalitaires qui pensent pouvoir effacer les règles de la société comme on efface des règles sur un tableau noir. La grande erreur des socialistes, disait Michels, qui tient à leur culture défaillante dans les matières psychologiques, consiste en ceci, qu'à côté d'un pessimisme acéré, souvent exagéré dans leur manière de juger le présent, ils font montre d'un optimisme béat exagéré dans la confiance qu'ils portent en l'avenir. Alors qu'un pessimisme vis-à-vis d'un présent, fondé sur une expérience psychique millénaire, ne devrait pas permettre à un optimisme démesuré de se développer, et qu'en particulier, une conception réaliste ne saurait laisser aucun doute
sur le fait que, même en faisant l'hypothèse d'une capacité d'adaptation, le matériau humain qui se trouve à la disposition de ceux qui font de la politique sociale et de la philosophie sociale est d'une telle espèce que, dans des temps prévisibles, il ne saurait être donné qu'à l'utopiste des motifs d'espérer une amélioration fondamentale. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura apporté un peu de profondeur, ou du moins un peu de perspective philosophique et sociologique aux récentes polémiques qui ont entouré la France insoumise. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider à son référencement, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez la démonstration ou l'argumentation de Robert Michels convaincante ou non, et si elle s'applique bien, selon vous, au parti de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, comme à mon habitude, je terminerai cette vidéo par un petit conseil de lecture pour vous enjoindre à aller plus loin dans la réflexion. Alors bien entendu, le premier livre que je vous conseille, c'est le grand classique de Robert Michels, La sociologie du parti dans la démocratie moderne. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit quand même d'un gros livre d'environ 500 pages. 500 pages car ensuite il y a quelques lettres de Robert Michels à Max Weber et une longue postface suivie d'environ 200 pages de notes. L'édition critique est assez bien faite dans cette édition. Voilà, c'est un livre, ce n'est pas un livre qui se lit facilement comme on lirait un roman. C'est quand même, si vous êtes intéressé par la théorie politique pure, vous trouverez de quoi vous satisfaire. Si vous aimez Max Weber par exemple, eh bien, vous aimerez Robert Michels également. Sinon, vous pouvez au moins lire certains chapitres. Toute la première partie du livre de Robert Michels, par exemple, est passionnante. C'est tout ce dont j'ai parlé en particulier dans cette vidéo. C'est un livre à lire si on s'intéresse à la vie politique moderne, au parti politique moderne. Et c'est un livre qui est vraiment devenu un classique intemporel. Il y a malheureusement peu de livres ensuite de Robert Michels qui ont été traduits en français. Je mentionnerai quand même celui-ci, un recueil d'articles de Robert Michels à l'époque où il était quand même proche des milieux socialistes ou syndicalistes révolutionnaires, donc Critique du socialisme aux éditions Quimet. Néanmoins, là, c'est vraiment un conseil de lecture que je fais pour ceux qui veulent vraiment connaître l'œuvre de Michels de façon beaucoup plus approfondie, car je trouve quand même que les articles qui sont dans ce recueil sont beaucoup moins faciles d'accès. Ils vous emportent vraiment dans des polémiques du siècle passé du mouvement socialiste, qui peuvent parfois vous laisser un peu froid aujourd'hui. Donc ce n'est pas le texte le plus passionnant qu'on peut conseiller, malheureusement. Ce que je conseille, c'est surtout le texte de Michels sur les partis politiques. Je sais qu'il y a un autre livre de Robert Michels traduit en français sur un sujet tout à fait différent, Amour et chasteté, je crois, qui avait été publié en français en 1914, mais je ne l'ai jamais lu. Je le mentionne ici, comme ça, si quelqu'un parmi vous a lu ce livre, eh bien, je serais assez curieux de voir en commentaire, je serais assez curieux qu'il nous dise en commentaire si ce livre vaut la peine d'être lu ou non. Cela m'intéresserait beaucoup. Ensuite, si ces thèses sociologiques élitistes de Michels vous ont intéressé, eh bien, je vous enjoindrai à poursuivre ces réflexions en vous intéressant aux autres auteurs de l'école sociologique des élites italiennes. À commencer par Gaetano Mosca, qui est beaucoup moins connu que son collègue et rival Vilfredo Pareto. Gaetano Mosca, très peu traduit en français, d'ailleurs à ma connaissance il n'y a que ce livre qui a été traduit en français, L'histoire des doctrines politiques depuis l'Antiquité. Malheureusement, ce livre ne rend pas justice à l'originalité de cet auteur. C'est un livre qui a été publié en 1936, je crois en tout cas dans les années 30, et qui est un peu un compendium de toutes les doctrines politiques qui existent, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas un très grand nombre. Mais ce n'est pas dans ce livre qu'émerge la plus grande originalité de Gaetano Mosca, évoquer toutes les théories politiques qui ont été élaborées depuis l'Antiquité, c'est une sinécure. Alors le faire en 300 pages, eh bien, cela oblige l'auteur à brosser à très grands traits, en quelques pages seulement, toutes les théories politiques des temps passés. Donc je trouve que c'est un livre qui peut être utile pour des raisons pédagogiques, mais sans plus. Le véritable grand livre de Gaetano Mosca n'a pas été traduit en français, il a été traduit en anglais cependant. Moi je l'ai lu en anglais car je ne connais pas suffisamment bien l'italien. En italien, il s'appelle Elementi di scienza politica et il a été traduit en anglais sous le titre The Ruling Class, qui fait référence au concept de classe politica, de classe politique, qui est vraiment
ce noyau d'une élite dirigeante permanente dans toute société. C'est un livre passionnant, très touffu, très complexe, mais passionnant, très original, dans lequel Mosca a vraiment voulu battre en brèche la typologie classique des régimes politiques que nous avons hérité depuis Aristote. Aristote qui avait divisé tous les régimes politiques, vous connaissez ça par cœur, entre démocratie, aristocratie et monarchie. Et en fait, Mosca a voulu montrer que, fondamentalement, il n'y a que des aristocraties partout. Il n'y a toujours qu'un petit nombre à la tête des États. Donc, le livre est en anglais, malheureusement, donc il faut quand même recourir à la traduction dans une autre langue. Je pense qu'il y a une traduction espagnole aussi, si vous le maîtrisez cette autre langue. Néanmoins, j'ai fait, donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, une longue vidéo sur cette œuvre de Gaetano Mosca qui est disponible sur mon espace privé. Donc je mettrai un lien en description de la vidéo si cela vous intéresse de découvrir les grandes thèses de cet auteur par mon entremise. Et sinon, si vous êtes courageux, eh bien, il y a aussi les deux volumes énormes de Vilfredo Pareto, le traité de sociologie générale, environ 1600 pages en tout. Ça, c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous qui voudront aller plus en avant dans cette école de sociologie italienne. Mais là, je n'en dirai pas grand-chose ici, car je vous promets de réaliser des vidéos, il y aura au moins 2 vidéos, je pense, sur Vilfredo Pareto, car c'est un très gros morceau et c'est un incontournable dont je voudrais parler depuis très longtemps sur ma chaîne. C'est un grand manque de ma part de ne pas l'avoir encore abordé, mais je comblerai cette lacune tôt ou tard cette année. Et enfin, eh bien, c'est vrai que je l'ai mentionné au début de cette vidéo, donc vous pouvez également lire La Meute, c'est ce livre enquête sur Jean-Luc Mélenchon. Personnellement, ce n'est pas le genre de livre que j'aime lire. C'est un livre écrit dans un style journalistique, personnellement, a plutôt tendance à m'ennuyer. On y apprend des détails sur certains des personnages de ce parti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un parti qui m'est fondamentalement antipathique, et donc je suis souvent amusé de lire ce qui est rapporté, surtout chez des gens qui se sont fait la profession de répandre des discours moralisateurs, humanitaristes à la terre entière, et qui sont incapables de se comporter de manière décente envers leurs proches. Mais fondamentalement, je n'y ai pas appris grand-chose, j'étais persuadé que c'était ainsi que cela se passait dans le parti. Donc bon, voilà, ce n'est pas le livre de l'année que je recommanderais à tout un chacun, mais si vous vous intéressez au fonctionnement interne de la France Insoumise et que vous voulez quand même avoir un peu de détails croustillants, eh bien pourquoi pas, vous pouvez également lire ce livre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt j'espère.